collègues, nous allons commencer notre conseil municipal. Avant d'attaquer l'ordre du jour, nous allons approuver ou pas le PV du dernier conseil municipal. Vous l'avez reçu en temps et en heure. Avez-vous des observations ou des commentaires à apporter concernant ce PV? S'il n'y a pas d'observation, nous allons le mettre aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Des présents. Bien. Il va falloir choisir un ou une secrétaire de CS qui se dévoue. Un volontaire. Nini, tu es disponible? Très bien. Alors, notre collègue Zobda Virginie et le collègue Mioté sont secrétaires de CS. Alors, je ne vais pas énumérer tous les points de l'ordre du jour qui sont là. Nous allons l'attaquer d'entrée, à savoir le premier point qui est la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable du M57 au 1er janvier 2023. Et c'est le collègue Marilus qui va nous présenter ça. Miguel, tu as la parole. Merci, monsieur le maire. Effectivement, la nomenclature comptable change à partir. Au fait, pour la ville de la Montagne, on a fait le choix de passer à cette nouvelle nomenclature à partir du 1er janvier 2023, bien que cela ne soit obligatoire qu'à partir du 1er janvier 2024. Donc, il était quand même important de le préciser. Et cette nouvelle nomenclature donc, fait ressortir 2 points précis, c'est-à-dire la fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations et la fongibilité des crédits. La ville de la Montagne s'est engagée à appliquer la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2023. La M57 est l'instruction budgétaire la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus complète. Elle a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences budgétaires susceptibles d'être exercées par les collectivités territoriales. Ainsi, la mise en place de la M57 en janvier prochain induit de nouvelles règles en matière budgétaire et comptable. Toutefois, il est à noter que le budget peut toujours être voté soit par nature, soit par fonction, par chapitre ou par article. Elle étend donc à toutes les collectivités territoriales les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, ce qui offrirait aux gestionnaires une plus grande marge de manœuvre. Les 2 principales évolutions apportées par la M57 sont les suivantes. La fixation du mode de gestion des amortissements des immobilisations, comme je l'ai dit précédemment, et bien sûr, et la gestion pluriannuelle des investissements et la fongibilité des crédits budgétaires. Alors, en ce qui concerne les amortissements, le traitement comptable des immobilisations et leur amortissement autorise la mise en place de la règle du pro rata temporis. En effet, cette nomenclature introduit l'obligation pour les collectivités d'amortir un actif à partir donc, de la date de mise en œuvre. Toutefois, la collectivité peut décider, notamment pour des catégories d'actifs faisant l'objet d'un suivi globalisé au niveau de l'inventaire, de poursuivre les amortissements en annuité. À noter que les durées d'amortissement appliquées en M14 sont conservées par ces durées d'amortissement correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation des biens concernés. En résumé, le calcul de l'amortissement se ferait de manière linéaire avec application du pro rata temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier 2023. Par ailleurs, compte tenu que la M57 n'oblige pas l'amortissement des réseaux de voirie, il est proposé, donc, pour des raisons budgétaires, de ne pas reconduire ces amortissements à compter du 1er janvier 2023. Alors, concernant donc, cette nouvelle règle d'amortissement, jusqu'à maintenant, avec la M14, donc, en matière d'amortissement, quand on achetait un bien immobilisable ou un bien amortissable, donc, on pouvait donc, commencer l'amortissement le mois d'après ou la semaine d'après. La nouvelle nomenclature comptable donc, fait obligation quasiment de... vous avez acheté le bien amortissable donc, aujourd'hui, l'amortissement peut commencer, donc, peut ou doit commencer le jour même. Donc voilà, ce sont ces petites modifications qui permettent d'avoir une meilleure donc, visibilité ou lisibilité, en tout cas directe, comptable et budgétaire. Oui. Je continue, monsieur le maire. Cependant, tous les amortissements en cours pour les réseaux de voirie seront maintenus jusqu'à échéance. Enfin, pour les biens de faible valeur, c'est-à-dire que les biens estimés à moins de 1 000 €, il est proposé de les amortir en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. En cas d'acquisition de biens avec dépendance, les M57 autorisent l'amortissement distinct en fonction de la destination différenciée du bien et de ses dépendances.
la gestion pluriannuelle des investissements et la fongibilité des crédits budgétaires. En ce qui concerne la gestion pluriannuelle des investissements, la M57 définit les autorisations de programme et les autorisations d'engagement. Elle prévoit, d'une part, que les AP et les AE soient votés lors des trois étapes budgétaires, soit le vote du budget primitif, soit d'une décision modificative ou encore du budget supplémentaire. D'autre part, que l'Assemblée se dote de règlements budgétaires et financiers fixant les règles de gestion des AP et des AE, et enfin une présentation du bilan de la gestion pluriannuelle des investissements lors du vote du compte administratif. En ce qui concerne les dépenses imprévues, la M57 permet de voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, des dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune de ces sections. S'agissant de la fongibilité de crédits budgétaires, l'instruction comptable et budgétaire de la M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire. Cette souplesse se traduit par l'option accordée au Conseil de déléguer donc au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans la limite de 7% du montant des dépenses réelles de chacune des sections. En pareil cas, le maire informe l'Assemblée délibérante de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Donc vous avez bien compris que cette M57, comme je le disais donc, au tout début donc, de mes propos, a un côté avantageux. Ça permet donc au maire donc, de faire des virements de chapitre à chapitre pour l'achat d'un bien qui aurait nécessité de passer devant le conseil. Cependant, le maire donc, aura à faire un bilan donc, pour tous ces virements de compte à compte faits au conseil municipal. Donc, il aura donc quasiment obligation d'informer le conseil municipal après. Alors, proposition des décisions ou avis. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal de voter dans le cadre de la mise en place de l'instruction budgétaire et comptable M57 les points suivants. La conservation des durées d'amortissement antérieures appliquées à la ville du Lamentin dans le cadre de l'instruction M14. L'application de la méthode de l'amortissement linéaire pro rata temporis à compter de la date de mise en service pour tous les biens acquis à compter du 1er janvier 2023, à l'exclusion des biens faibles, donc de faible valeur, qui restent amortis sans pro rata temporis. L'application de l'amortissement distinct en fonction de la destination du bien et de ses dépendances, la suppression de l'amortissement des réseaux de voirie à compter du 1er janvier 2023 et l'autorisation d'accorder au maire de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses du personnel, dans la limite, bien sûr, donc fixée à l'occasion du budget et ne pouvant dépasser 7,5% des dépenses réelles et de chacune des sections. Donc, voilà, monsieur le maire et chers collègues. Oui, alors, collègues, vous avez entendu le rapport de présentation qu'a fait Miguel Marilus. Avez-vous des questions, des observations? Vas-y, Claudie. Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle nomenclature comptable, la M57 pour les collectivités. En tout cas, je nous félicite à la ville du Lamentin parce qu'avec la CACEM, je pense que nous sommes les seules collectivités à anticiper parce que ça deviendra obligatoire à partir de 2024 et dès 2023, nous commençons à l'appliquer. C'est très bien, ça signifie qu'on aura une oreille attentive de la part du trésorier payeur et qu'on ne sera pas comme l'ensemble des collectivités dans la tourmente en 2024 pour affronter cette réforme. Et donc, je rappelle que c'est une réforme qui fait en sorte que la comptabilité des collectivités se rapproche encore davantage de la comptabilité des entreprises. Donc, c'est tant mieux pour nous d'entamer cela dès 2023. C'est une très belle chose pour la ville du Lamentin. Collègues, d'autres observations? Si il n'y en a pas, nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Nous allons passer au point suivant, qui est la présentation du règlement budgétaire et financier. Et c'est toi, Miguel, qui va nous présenter ça. Eh bien, monsieur le maire, effectivement, une nouvelle nomenclature comptable. Donc, ceci a demandé un certain nombre de règlements donc, pour pouvoir mettre en application donc, cette nouvelle procédure donc, comptable. Alors, suite à l'accord de principe du comptable public, en date du 12 octobre 2022, la commune du Lamentin s'est engagée à appliquer la nomenclature M57 à partir du 1er janvier 2023. Cette nomenclature budgétaire et comptable est l'instruction la plus récente du secteur public local.
Ce référentiel M57 qui s'étend à toutes les collectivités permet un assouplissement donc, des règles budgétaires dont bénéficient déjà les régions. Il offre une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Cependant, la collectivité doit au préalable obligatoirement adopter un règlement budgétaire et financier applicable pour la durée de la mandature. C'est ainsi que le présent règlement budgétaire et financier précise notamment les modalités de gestion des AP et des AE et les crédits de paiement y afférents, et surtout les règles relatives à l'inscription, au vote, à l'annulation et à la caducité des AP-AE. Les modalités d'information du conseil municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice et la possibilité qui est donnée au maire de faire des virements de crédit au chapitre budgétaire dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement hors charge du personnel. Le présent règlement d'une portée donc le plus large vise à donner un cadre à l'ensemble de la gestion financière de la collectivité. Les règles établies doivent permettre d'organiser la gestion budgétaire de la collectivité, de garantir la sécurité budgétaire des actes et de faciliter la communication financière en interne. Par ailleurs, il est à noter que la mise à jour du règlement budgétaire et financier feront l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal. Donc voilà, monsieur le maire. Donc, si vous ne me demandez pas de vous lire l'annexe, je suis prêt à le lire, mais bon, je reste persuadé que vous avez déjà fait une lecture. Nous avons commencé avec une demi-heure, ça suffit. Bien, collègue, vous avez entendu le collègue Marie-Louise. Avez-vous des observations concernant ce point? Des questions? Non. Nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Nous allons passer au point suivant, qui est la mise à jour de la liste des opérations d'investissement classées en autorisation de programme et en crédit de paiement. Miguel, c'est encore toi. Tu nous présentes ça. Monsieur le maire, chers collègues, eh bien, toujours donc, cette nomenclature comptable M57 oblige un certain nombre de changements, tels que, comme tu l'as dit, la mise à jour de la liste des opérations d'investissement classées en APCP, donc année 2022. La ville définit pour chaque exercice une programmation des travaux en fonction des priorités d'investissement. Ces priorités prévoient la gestion de certaines opérations en autorisation de programme et crédit de paiement. Cette technique budgétaire permet un engagement juridique sur plusieurs exercices, tout en respectant deux principes, celui de l'annuité budgétaire d'une part et celui de l'engagement des crédits d'autre part. Ainsi, mettre en œuvre une méthodologie APCP permet un lissage de la section d'investissement, de limiter le recours à l'emprunt et d'assurer un meilleur taux de réalisation des dépenses programmées. Un tableau récapitulatif des APCP pour l'exercice 2022 est joint en annexe. Cependant, il est important de noter qu'avec la nomenclature comptable M14, les AP étaient votés par délibération distincte du budget et ne constituaient pas de chapitre budgétaire. En revanche, avec le passage à la nouvelle nomenclature M57 au 1er janvier 2023, les APAE seront désormais votés à l'occasion d'une délibération budgétaire, soit lors du vote du budget primitif, soit d'une décision modificative ou du budget supplémentaire, et affichés par chapitre, le cas échéant par article. Par conséquent, il est proposé de clôturer les AP avec la mention à clôturer et d'intégrer au projet de budget primitif 2023 les AP non clôturés et leur solde. Il est demandé au conseil municipal d'approuver d'une part la mise à jour des opérations d'investissement classées en APCP, d'autre part la reprise au projet du budget primitif 2023 des AP non soldés ainsi que leur solde. Donc voilà, monsieur le maire, ça me paraît bien clair. Collègues, des questions, des observations? Vas-y. Vas-y. Sur la construction du pôle sécurité, il y a un paiement, il y a un paiement antérieur 1 euro. Donc la ligne est mise en surbrillance, donc j'aurais bien aimé avoir des explications. Miguel, tu as une réponse à la collègue? Tu vois? Je vais retourner vers toi, mais c'est 1 euro là, donc il faut me dire comment sortir de là. Parce que bon, ça n'a pas trop retenu mon attention. Oui, dans le tableau. 1 euro. C'est 1 euro. Comment
Collègues, nous allons poursuivre et cette réponse sera donnée en différé. OK? Bien. Ceci étant dit, y a-t-il des observations, d'autres observations, d'autres questions? Bon, ben, nous allons voter. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Le point suivant, il s'agit de demande de subvention d'équipement au comité des œuvres sociales du personnel municipal de la ville. Et c'est le collègue Mioté qui va nous présenter ça. Bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une demande de subvention du COS, le comité des œuvres sociales du personnel municipal de la ville de Lamothe. Le comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Lamothe a fait l'acquisition de bâtiments 13 rue Camille Sylvestre afin d'y domicilier son siège administratif. Cependant, des travaux d'aménagement sont nécessaires pour rendre le bâtiment fonctionnel. Ils ont estimé le coût des travaux à 180 000 euros. Aussi, le conseil d'administration du COS sollicite une participation de la collectivité à hauteur de 100 000 euros afin de réaliser l'ensemble des aménagements requis. La commission a pris connaissance de la demande du COS. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention d'équipement de 100 000 euros au COS sur le budget 2023. J'en aurais terminé, monsieur le maire. Collègues, des questions, des observations? Vas-y, collègue Olini. Le comité d'œuvre sociale de la mairie du Lamentin a déjà prouvé ses capacités de développement. Je garde en mémoire une petite association qui à un moment donné, il y a à peu près une vingtaine d'années, a pris les choses véritablement en main avec beaucoup d'ambition. Aujourd'hui, le COS, c'est à peu près 400 membres. C'est une population salariale qui avoisine les 800 agents municipaux. C'est quasiment plus d'un agent sur deux qui sont adhérents au COS. Le COS, dans ses ambitions, a prouvé sa capacité, n'est-ce pas, à pouvoir gérer, à investir, puisque dans son travail d'épanouissement de la population, il a pu faire l'acquisition d'un centre de vacances qui bénéficie à quantité d'agents. Le hasard a fait que hier, je me suis garé à côté d'un bâtiment neuf sur 2 niveaux. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit que c'était la nouvelle acquisition que souhaitait faire le COS pour permettre à ces agents qui font ce travail d'épanouissement l'occasion de saluer ce travail-là au profit des autres pour permettre aux agents de mieux travailler. Donc, je me suis dit qu'il fallait absolument que l'on puisse, n'est-ce pas, soutenir cette démarche qui aujourd'hui porte des fruits, puisque la quantité d'activités proposées, la quantité d'avantages que le COS propose et traduit véritablement ce travail d'impulsion envers le confort et le bien-être de la population salariale. Et l'on sait très bien que quand un salarié se sent bien dans l'entreprise, il va en principe sur un meilleur rendement. Y a-t-il d'autres observations? Vas-y, José. Eh bien, on peut se féliciter. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on peut se féliciter puisque la ville répond à la demande du COS, puisque le conseil d'administration demandait une participation à hauteur de 100 000 euros. Et aujourd'hui, il est question de voter pour cette subvention. Donc, nous allons satisfaire, nous participons grandement justement à la satisfaction de l'ensemble des agents et du comité des œuvres sociales de la ville du Lamentin, puisque nous allons répondre à cette demande. Puisqu'il est dit, le conseil d'administration, c'est une participation à hauteur de 100 000 euros afin de réaliser l'ensemble des aménagements requis. Et l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de voter ce budget. Voilà. Le collègue Olini qui reconnaît la volonté de la ville de participer à l'épanouissement et au bien-être du personnel municipal. Merci de l'avoir. Monsieur Brichton, mais pour moi, c'est d'une évidence qu'il s'agit simplement de voter positivement cette subvention. Nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Bien. Le point suivant, c'est toi, Miguel Marilus. Il s'agit de versement en 2023 du 4/12e des subventions de fonctionnement de 2022. Vous savez, avant le vote du budget, il est alloué au
satellite, 4/12 du budget 2002 pour pouvoir commencer à travailler. Bien, c'est Miguel qui va nous présenter ça. Merci, Monsieur le maire, puisqu'effectivement, chaque année, à pareille époque, nous faisons ce même exercice qui consiste effectivement à verser donc, les 4/12 aux satellites afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités le temps que soit voté donc, le budget, le compte administratif donc, de la ville sur l'année N+1. C'est ainsi que pour l'Office de la culture donc, du Lamentin, nous allons voter donc, on va vous demander de voter pour les 742 940 €. Pour l'Office martiniquais de sport, c'est une somme de 777 445 € et 60 centimes. Pour le CCAS, c'est 378 432 € et 88 centimes. Pour la Caisse des écoles, c'est 2 943 228 €. Pour le COS, c'est 66 666 € et 66 centimes. Pour l'ASL, c'est 140 758 € et 84 centimes. Et pour le GIP-DSU, c'est 158 333 € et 32 centimes, ainsi que le CCAS, 1 277 811 €. Et autant pour moi, vous avez dit au l'Office de la mission des actions sociales du Lamentin, 378 432 et non le CCAS. Donc, voilà, Monsieur le maire. Donc, il est demandé donc, au Conseil municipal d'approuver le versement de 4/12 de subventions de fonctionnement de 2023 sans les subventions complémentaires intervenues en 2022, respectivement aux satellites municipaux et aux établissements publics. Voilà, Monsieur le maire. Bien. Collègues, je vous ai demandé d'approuver le versement des 4/12 de subventions du fonctionnement aux satellites. Y a-t-il des observations, des questions? Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Voter à l'unanimité. Le point suivant, c'est la collecte Norfé qui va nous présenter ça. Il s'agit d'une information des comptes financiers 2021 de l'association Solidarité Lamantinoise. Claire, tu as la parole. Oui. Alors, il s'agit de présenter pour information les comptes financiers de l'ASL, l'Association Solidarité Lamantinoise. Or, l'Association Solidarité Lamantinoise a soumis à la ville ses comptes financiers 2021, validés par son Assemblée générale du 14 octobre 2022. Il est à noter que les comptes certifiés doivent être transmis à la collectivité dès lors que les subventions accordées sont supérieures à 75 000 €. En effet, l'Office a perçu une subvention municipale de 419 988,06 pour cet exercice, dont 400 € pour les chèques cadeaux destinés au personnel municipal mis à disposition. Les documents comptables transmis et joints au présent rapport font ressortir que l'exercice 2021 se termine par un excédent de 61 889 €. Le solde en 2020 était un excédent de 2 179 €. Par ailleurs, pour apprécier d'une part l'activité 2021 de l'ASL et d'autre part l'organisation de cette association, il est joint respectivement le rapport d'activité, le rapport financier, l'organigramme de la structure et la liste des membres du conseil d'administration. Enfin, pour compléter l'information sur l'ASL, et comme l'exige la réglementation, il convient de noter d'une part le total brut annuel des 3 rémunérations les plus importantes de 187 386,13 € et d'autre part qu'il n'y a pas d'avantage en nature. Il s'agit d'une information donnée au Conseil sur la situation financière 2021 de l'ASL. Voilà. Juste une coquille, je disais, c'est pourquoi j'ai tiqué. C'est pas l'office, c'est l'association. Hein. Bien. Collègues, suite à la présentation de la collecte Norfé, bien que ce soit une information, avez-vous des observations à faire concernant cette information? Bien. Il n'y a pas de vote. Nous allons passer au point suivant, qui est la présentation pour information des comptes financiers 2021 de l'Office martiniquais de sport et de loisirs, dit OMSL. Et c'est le collègue Bocali qui va nous présenter ça. Merci, monsieur le maire. Alors, l'OMSL a soumis à la ville ses comptes financiers 2021
validé par son Assemblée générale du 17 juin 2022. Il est à noter que les comptes certifiés doivent être transmis à la collectivité dès lors que les subventions accordées sont supérieures à 75 000 €. En effet, l'Office a perçu une subvention municipale de 2 196 049,22 pour cet exercice, dont 1 600 pour les chèques cadeaux destinés au personnel municipal mis à disposition. Les documents comptables transmis font ressortir que l'exercice 2021 se termine par un excédent de 16 821 €. Le solde en 2020 était un excédent de 41 714 000 €. Par ailleurs, pour apprécier d'une part l'activité 2021 de l'OMSL et d'autre part l'organisation de cette association, il est joint respectivement le rapport d'activité, le rapport financier, l'organigramme de la structure et la liste des membres du conseil d'administration. Enfin, pour compléter l'information sur l'OMSL, et comme l'exige la réglementation, il convient de noter d'une part le total brut annuel des 3 rémunérations les plus importantes, soit 248 254 054 €, et d'autre part les avantages en nature pour un montant total de 3 174,08 €. Alors, il s'agit d'une information donnée au conseil municipal sur la situation financière 2021 de l'OMSL. Bien, collègues, c'est bien sûr que ce soit une information, vous avez en annexe tous les éléments concernant ce compte financier de l'OMSL. Avez-vous des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations. C'était une information. Nous allons passer au point suivant. Voilà, il s'agit de DEFIA. Je vais le présenter. Alors, présenter pour information les comptes de la Société d'économie mixte, de développement économie et de foncier d'investissement d'avenir, dite DEFIA. Alors, pour porter à la connaissance de la ville sa dernière situation financière et se conformément à la réglementation. En effet, les satellites municipaux qui, autres partenaires, reçoivent une subvention communale de plus de 100 000 € et ou au sein duquel des élus municipaux sont membres de leurs instances dirigeantes, doivent présenter leur compte financier à l'Assemblée délibérante. L'exercice 2021 de la structure présente un déficit de 596 106 €, contre un excédent de 536 226 € en 2020. La perte enregistrée au cours de l'exercice 2021 a entraîné une modification de la structure du capital de la société, puisque le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social. Dès lors, il convient, conformément aux dispositions de l'article L225-248 du Code du commerce, de statuer en assemblée générale extraordinaire sur une dissolution anticipée ou non de la société. Toutefois, DEFIA a eu l'occasion d'exposer à la ville le plan à moyen terme de continuation d'activité qu'elle souhaiterait mettre en œuvre pour le développement de tout son potentiel d'activité. Il convient de rappeler que la transformation de la SEMAVille en DEFIA a nécessité un temps de portage incompressible, justifiant ainsi la mise en œuvre d'une procédure de renforcement des fonds propres. C'est ainsi qu'une première augmentation de capital a été réalisée, faisant passer le capital de 2 850 000 à 4 028 000. C'est en ce sens qu'une seconde phase d'augmentation du capital a été initiée. Ainsi, le conseil municipal, en sa séance du 28 octobre 2021, a décidé de porter au capital de DEFIA un ensemble de terrains pour une valeur approximative de 12 millions. Par ailleurs, le conseil municipal du 4 juin 2022, le conseil d'administration du 14 juin 2022 de DEFIA a pris acte de cette décision et entame la recherche de partenaires privés et lance la procédure d'augmentation de capital. Compte tenu du potentiel de développement et de la société, les administrateurs ont voté à l'unanimité à la poursuite d'activité. L'Assemblée générale extraordinaire du 28 octobre a validé ce vote des administrateurs.
pas avoir apprécié leur part de gestion en 2021 de DEFIA et d'autre part par l'organisation de cette SEM, il est projoint respectivement le bilan, le compte de résultat, la liste des membres du conseil d'administration, la répartition du capital et le rapport financier. Alors, il est donc porté à la connaissance de la commission finances et de la situation financière des différents satellites municipaux. Les membres de la commission ont noté que la ville a soutenu financièrement ces satellites durant l'année 2021. Toutefois, ils réitèrent leur demande pour que les satellites puissent, par l'intermédiaire de son service contrôle de gestion, être accompagnés pour trouver d'une part des solutions durables et pérennes, d'autre part pour obtenir d'autres sources de financement. Enfin, ils souhaitent une fois de plus qu'un dialogue de gestion soit instauré entre la ville et ses satellites afin de vérifier en cours d'année les préconisations qui permettent bien de préserver leur équilibre financier. Alors, c'était une information. Vous avez en annexe, en toute transparence, et le bilan des actifs, des passifs, le compte de résultats, le bilan de gestion et le compte de résultats. Collègues, bien que ce soit une information, vous avez la parole. Pas d'observation, il n'y a pas de questions. Bon, c'était une information. Collègues, nous allons passer au point suivant. Il s'agit de l'avenant numéro 8 de convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville de Lamentin et les associations Solidarité Lamentinoise. Et c'est le collègue... Qui vous présente ça? Hein? Campbell. José, c'est toi. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit ici, comme nous le savons tous, la ville du Lamentin s'inscrit dans une dynamique de transformation digitale comme levier de développement de notre territoire. Dans ce cadre-là, il s'agit d'initier un partenariat interservice en incluant un opérateur majeur de la digitalisation de notre cité. Ainsi, en partenariat avec la ville, donc notre réseau France Service du centre-ville, la médiathèque, la Fondation Orange, l'ASL a proposé une offre d'accompagnement social et professionnel innovante au sein d'un tiers-lieu solidaire appelé Digilam. Le présent avenant a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et d'utilisation du Digilam entre l'ASL et les réseaux France Service du centre-ville, la médiathèque et la ville du Lamentin. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le projet d'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville et l'ASL et d'autoriser le maire à mettre en œuvre les dispositions y afférentes. Voilà, monsieur le maire. Collègues, vous avez entendu la présentation du collègue Campbell. Avez-vous des observations? Il s'agit de se prononcer sur le projet d'avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la ville du Lamentin et l'ASL. Collègues, vous avez la parole. C'est bien, personne ne parle, c'est très bien. Bien, mais nous allons passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Votez à l'unanimité, collègues. Bien, nous allons passer au point suivant. C'est le 320, c'est moi voir ça. Le temps de chercher tout ça. Alors, il s'agit de l'avenant 12 de prorogation de délai à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la commune et l'Office de la culture. C'est la collègue Caspac qui va nous présenter ça. Merci, monsieur le maire. Alors, il s'agit d'un avenant. Alors, afin de permettre le fonctionnement du comité des œuvres sociales. Non, attends. Non, je ne suis pas sur le bon truc. C'est ça? Le point 10. C'est pas dessus? D'accord, c'est ça? Ah, d'accord. Alors, afin de permettre le fonctionnement du comité des œuvres sociales du personnel municipal du Lamentin, le COS,
Une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens a été signée entre le COS et la commune du Lamentin le 26 avril 2017. Par délibération en date du 28 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé le renouvellement de la dite convention pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. Cependant, certaines modifications quant à la mission proprement dite du COS, relative notamment à l'action sociale, doivent y être portées, ainsi qu'une validation d'un nouveau modèle qui devrait être prononcé. Toutefois, dans l'attente et afin de poursuivre les activités de l'association, il y a lieu de la proroger pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023. Alors, proposition, le conseil municipal est sollicité afin d'approuver la prorogation de la convention pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023, de donner tout pouvoir à M. le maire en vue de la signature du dit avenant et de ce suite. Voilà, M. le maire. Collègues, vous aurez compris qu'il est prévu dans la prochaine convention des modifications que vous allez trouver en annexe. Et pour ce faire, nous demandons de proroger de 6 mois pour leur donner le temps de valider ces modifications. Vous avez la parole, collègues. Bien. Alors, je passe au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Il n'y a pas d'abstention, il n'y a pas de contre. Bien, c'est voté à l'unanimité. Et puis, je vous demande de m'excuser, j'ai sauté un sujet. Il s'agissait des moyens maison et de... Comment dire? Il s'agissait d'un avenant numéro 1 de prorogation des délais de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre la commune et le comité des œuvres sociales du personnel. Et c'est le collègue Miotti qui va nous présenter ça. Tu as pu... Bon, mais... Fais celui de l'OCL. Ah, bien. Rattrapé. C'est là celle qui est présentée. Là, c'est avant le comité d'œuvre sociale. Tu as fait... Eh bien, vas-y. C'est à l'OCL. Hein? Alors, avenant 12 pour prorogation de délai à la convention pluriannuelle d'objectifs de moyens entre la commune du Lamentin et l'Office de la culture du Lamentin. Par délibération en date du 21 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé l'avenant numéro 11 de prorogation à la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens signée le 14 juin 2012 entre la commune et l'OCL. L'avenant de la dite convention arrive à expiration au 31 décembre 2022. Cependant, certaines modifications quant à la mission proprement dite de l'OCL relative notamment à l'action culturelle doivent y être reportées, ainsi qu'une validation d'un nouveau modèle qui devra être proposé. Toutefois, dans l'attente et afin de poursuivre les activités de l'association, il y a lieu de la proroger pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023. Ainsi, le conseil municipal est sollicité afin d'approuver la prorogation de la convention pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023, de donner tout pouvoir à M. le maire en vue de la signature du dit avenant et de ses suites. Voilà, M. le maire. Bien. Alors, collègues, c'est pareil que le projet précédent qui était pour l'OMSL. C'est des modifications que nous devons porter à la nouvelle convention. Et pour permettre de valider les modifications, nous demandons de proroger de 6 mois, aussi pour l'OSL. Collègues, vous avez la parole. Avez-vous des observations, des questions concernant ce dossier?
Il n'y a pas de questions. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Bien, c'est voté à l'unanimité. Bien. Alors, le point suivant, hein, c'est à la page 331. Il s'agit de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens entre l'Office, l'OMSL, l'Office martiniquais du sport et de loisirs, et la ville. Et c'est le collègue Bocali qui va nous présenter ça. Nico. D'objectifs pluriannuels et de moyens entre la commune et l'OMSL. Par DCM 21/1010 du 21 janvier 2021, le Conseil municipal a approuvé la signature de l'avenant numéro 12 entre la ville et l'OMSL. Cet avenant portait la validité de la dite convention au 31 décembre 2022. Il convient de proposer une nouvelle convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. En effet, conformément à la loi numéro 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, articles 9.1 et 10, créée par la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire, article 59, dès lors que le montant de la subvention accordée à l'association est supérieur à 23 000 euros, la CEPOM est le modèle le plus approprié. L'établissement de cette convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens s'appuie sur le projet de la politique sportive que l'OMSL propose à la commune. Ce PPS évolutif et progressiste qui couvre la période 2022-2032 se révèle de plus cohérent avec la temporalité du projet de territoire CAP 2032 et avec les orientations stratégiques définies par celui-ci. Il s'agit de l'orientation stratégique intitulée « Accentuer les politiques en faveur de la jeunesse et des aînés » au titre de l'axe « Bâtir un projet social fort agissant sur la cohésion ». Ainsi, le PPS de l'OMSL se décline en 4 axes conformes avec l'objet de l'association. Alors, l'axe 1, c'est l'animation sportive du territoire. L'axe 2, l'accompagnement des associations. L'axe 3, la communication et l'information à la population. L'axe 4, le développement et la gestion des équipements sportifs. Les actions que l'association envisage de mettre en œuvre présentent de fait un intérêt communal puisqu'elles contribueront à atteindre les objectifs communaux suivants. Faire du sport un vecteur de développement économique et social, favoriser le lien intergénérationnel grâce à la pratique sportive, renforcer le potentiel sportif de la commune et favoriser le sport de compétition, renforcer la cohérence de l'intervention municipale dans le domaine sportif à l'échelle locale, caribéenne et nationale, améliorer et optimiser la gestion du patrimoine sportif municipal. C'est au regard de cet intérêt communal que la ville entend accorder son soutien à l'OMSL par le versement d'une subvention annuelle ainsi que par la mise à disposition de locaux objet du projet de CEPOM annexé. Le projet de CEPOM joint formalise les modalités d'intervention, la répartition des missions et engagements respectifs, les moyens alloués à l'OMSL afin de réaliser le programme d'intérêt général proposé à la commune. Les conditions de contrôle et de suivi des objectifs fixés y sont également posées. La contractualisation est établie pour une durée de 4 ans pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026. Cette convention prévoit des indicateurs de résultats et de gestion définis sur le plan quantitatif, comptable et financier et qualitatif, réalisation des projets envisagés, public cible. La définition de ces indicateurs présente l'intérêt de nous inscrire collectivement dans une démarche de suivi et d'évaluation de l'action dans un cadre de maîtrise et d'efficience des finances publiques. Le montant de la subvention 2023 sera voté lors du vote du budget primitif en 2023.
Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2023-2026 entre la commune et l'OMSL, d'autoriser le maire à signer la convention à venir. Voilà, monsieur le maire. Bien. Alors, collègues, vous aurez remarqué que cette convention aura pour conséquence de mettre en place des indicateurs tant sur la qualité, la quantité des prestations fournies, mais aussi des indicateurs concernant la gestion et comptable et financier de cette structure. Alors, collègues, vous avez la parole. Avez-vous des observations concernant ce dossier? Il s'agit de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens mise entre la ville et l'Office des sports. L'Office municipal. Tu as la parole, vas-y. Juste dire que, effectivement, cette convention me semble très importante. Elle met en avant l'aspect économique du sport et l'aspect aussi social, parce que grâce au sport, on peut effectivement faire du lien sur le territoire. Je le vois de manière constante tous les jours, les Lamantinois qui font du sport. Mais surtout, il y a l'aspect santé aussi. Puisqu'on sait très bien qu'on est dans une situation sanitaire un peu compliquée. On a quand même des taux de diabète ou taux de tension assez élevés. Comment on dit ça? Je ne me rappelle plus. La tension, il y a un terme. Et donc, hypertension, il y a beaucoup de personnes hypertendues et il y a aussi beaucoup d'obésité et de diabète, de personnes diabétiques. Donc c'est important que la ville participe par sa politique publique à améliorer la situation sur le plan de la santé de la population. Et sur le plan touristique, ça me semble évident parce qu'on a sur le territoire beaucoup d'équipements. On a l'équipement, le centre aquatique, qui pourrait vraiment donner de la notoriété et une meilleure image du point de vue touristique à la ville du Lamentin. On a aussi des équipes de football qui font le taf, hein, que ce soit le futsal ou le football, tout simplement, et y compris le hand avec l'étoile de Gondo, donc, et toutes les équipes sportives qui ne déméritent pas. Donc, je vois bien que la ville du Lamentin, sur ce plan-là, mais continue sa politique sportive. Et on voit bien que ça donne des résultats au niveau des clubs. Mais il faudrait aussi qu'on accentue pour le sport pour tout le monde, notamment pour les personnes âgées et les plus jeunes. Et surtout pour les enfants qui sont dans les écoles. Parce qu'on voit, par exemple, au conseil d'école, il y a souvent des enseignants qui voudraient mener des activités et parfois il faut conventionner avec des associations. Et notamment concernant le gommier, il y a de plus en plus des enfants qui voudraient apprendre ce sport. Donc voilà ce que je voulais dire, monsieur le maire, sur ce dossier. Collègues, avez-vous d'autres observations, d'autres questions concernant ce point? Bien, je vous avais dit en début de séance que monsieur le maire est du retard. Bon, eh bien, là maintenant, je lui passe le relais. Alors oui, mais nous sommes juste aux questions, aux observations avant le vote. Alors, nous sommes sur ce point. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous prier d'excuser mon retard, mais je pense que je l'avais été par Alex Bridgeton. J'avais quelques points à présenter à la collectivité et qui traînaient. Voilà, j'ai pu terminer à temps pour arriver avant la fin du conseil, donc je vous remercie. On est sur le point de l'avenant à la Convention territoriale globale de services aux familles, c'est ça? On l'a déjà présenté? Comment?
Eh bien, tu aurais dû lancer le vote, Alex. Si c'est le moment de voter, on vote. Oui, oui, mais il faut que je retrouve ça. Oui, on vote. Voilà. Les amis, nous allons voter, et puisque nous étions passés aux questions et aux observations, il n'y avait pas d'autres questions, d'autres observations à part de celui de Claudie. Je mets aux voix. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Votez à l'unanimité. Monsieur le maire, tu as la parole. Merci. Je passe tout de suite la parole à José Crampel pour le point concernant le contrat d'abonnement à la lettre recommandée électronique. Merci, monsieur le maire. Bonsoir. Il s'agit de donner l'accès de la plateforme Maleva, filiale de la Poste, à les services de la ville pour la dématérialisation des courriers via la lettre recommandée. Donc, nous savons que dans le cadre de leur mission, les services utilisent la lettre de recommandée classique pour de multiples envois. Donc, ça représente environ 33 800 lettres recommandées qui ont été expédiées sur l'année 2021. Donc, il s'agit pour nous d'évoluer vers un format plus sécurisé avec différents atouts vers la lettre recommandée électronique. Donc, ça va permettre une nouvelle forme d'envoi, de réduire les tâches chronophages comme le publipostage, et ça va faciliter le recours, les éventuels recours grâce à l'horodatage de la preuve de dépôt. Donc l'impression et la mise sous pli de la lettre recommandée seront assurées par la Poste. Donc il s'agit d'un contrat d'abonnement conclu pour une durée d'1 an, d'un coût global de 600 € pour les 10 références utilisateurs listées par la ville. Et cela représente 60 € annuels par utilisateur. Donc les élus de la commission se sont prononcés favorablement et il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer le contrat d'abonnement à la lettre recommandée électronique via la plateforme Maleva. Très bien, merci José. Vous avez entendu le dossier présenté par notre collègue. Si vous avez des questions, des informations, la parole vous sera donnée. Il n'y en a pas. José, ça va? Bon, mais on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci collègues. On passe au dossier suivant. C'est le dossier relatif à l'avenant à la Convention territoriale globale de services aux familles. Je passe la parole à Virginie Mian. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, depuis 2016, la Caisse d'allocation familiale de Martinique développe avec les collectivités territoriales un innovant outil de coopération, la Convention territoriale globale de services aux familles. Le 23 octobre 2017, la ville s'engage dans cette démarche. La programmation établie sur la base de champs d'intervention et d'objectifs communs appuie sur 7 politiques publiques, dont la petite enfance, la jeunesse, la parentalité ou encore l'habitat et le logement. Sa mise en œuvre a nécessité de procéder à un diagnostic partagé, de constituer des instances de gouvernance et de définir le plan d'action et d'évaluation. Dès lors, les services municipaux, établissements publics et privés et acteurs associatifs se sont mobilisés. Ah, c'est le taux qui descend. C'est le tableau qui descend. Attends 2 minutes, ça va s'arrêter tout de suite. Voilà. Alors, je disais, dès lors, les services municipaux, établissements publics et privés et acteurs associatifs se sont mobilisés. Le bilan 2017-2021 a été présenté en commission sanitaire et sociale élargie, confère annexe. Parmi les projets validés, financés et réalisés, on peut citer l'OCL, Caisse des écoles, intervention auprès des enfants scolarisés, l'OMAS, les associations foyers ruraux, contrat local d'accompagnement à la scolarité, l'OMSL, foyers ruraux, accueil de loisirs sans hébergement, OMAS, CCS, soutien à la parentalité, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, REA, foyers ruraux de Roche-Carré, Sao, Duchesne et Belém, à savoir la labellisation en espace de vie sociale. La crise sanitaire impactant le dispositif, la CAF propose à la ville un avenant à la convention initiale. De fait, la date de clôture prévue au 24 octobre 2021 est fixée au 31
décembre 2022. Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur la signature de l'avenant à la Convention territoriale globale de services aux familles avec la CAF et de donner délégation au maire pour la signature de l'avenant. Alors, donc nous avons fait le choix d'être en transparence, que ce soit en commission sanitaire et en bureau municipal. Donc, Madame Aiguille, qui a été la coordinatrice de la CTG et qui nous a accompagnés, nous présentera quelles ont été les actions menées au cours de l'année de 2017 à 2021. Et puis, elle fera un point sur l'année 2022. Donc, Madame Aiguille, à vous. Oui, merci, Madame Mian. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter une synthèse du bilan CTG, donc Convention territoriale globale de services aux familles. Mais je dirai tout au long de l'intervention, si vous le permettez, CTG. Donc, au sommaire, un préambule, le diagnostic partagé CAPVille, les instances, une démarche concertée CAPVille, 5 politiques publiques, petite enfance, jeunesse, parentalité, logement et cadre de vie, précarité, insertion, 3 axes transversaux, animation de la vie sociale, plan territorial d'accessibilité aux services, citoyenneté, laïcité, valeurs de la République. Alors, en préambule, donc, après une phase d'expérimentation de 2009 à 2013, donc, il s'agit donc de la France hexagonale, la Convention territoriale globale de services aux familles a été généralisée en 2014. À partir de cette date, plus de 400 CTG ont été signés entre les CAF et les collectivités locales pour aboutir à 1824 au 31 décembre 2021. Alors, ce dispositif, qui est un outil de coopération qui vise à renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en faveur des familles, donc a commencé à se développer en 2016 sur le territoire de la Martinique. Et c'est ainsi que le 23 octobre 2017, la ville du Lamentin s'est engagée dans cette dynamique territoriale pour une durée de 4 ans en signant la convention avec la Caisse d'allocation familiale de la Martinique. Alors, pour coordonner la CTG, 2 agents ont été désignés, donc un agent de la CAF et moi-même. Donc, nous avons de concert élaboré un diagnostic partagé, contribué à la constitution des instances et défini, bien sûr, sous contrôle de la hiérarchie, des axes d'intervention prioritaires. Donc, à cet égard, 5 politiques publiques ont été retenues: petite enfance, jeunesse, parentalité, logement, cadre de vie, précarité, insertion, comme je l'avais dit précédemment. Et de ces politiques publiques, donc les axes transversaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et afin de procéder à un réajustement de la CTG, donc, il a été convenu une évaluation annuelle. Alors, pour ce faire, d'octobre à mars, octobre 2016 à mars 2017, en fait, j'ai dû effectuer 30 enquêtes de terrain auprès des services municipaux, des établissements publics et privés. Et avec la CAF, nous avons partagé des données de la CAF et des données de l'Observatoire de la Direction du développement social de la ville du Lamentin. Voilà, donc nous avons, comme je disais, contribué à la composition des instances. Donc, il s'agit d'un comité de pilotage composé d'élus, d'administratifs CAFVille, et de personnes ressources dont on pouvait faire appel à titre consultatif. Alors, le rôle de ce comité de pilotage,
consistait donc à définir les modalités de mise en œuvre et d'évaluation de la CTG. Il y a eu aussi un comité technique scindé en 2 groupes de travail, un groupe constitué du volet petite enfance, jeunesse, parentalité, et le deuxième, logement, cadre de vie, précarité, insertion. Alors, son rôle consistait à assurer la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des actions. Donc, nous disions une démarche concertée Cap-Ville, puisque le 23 mars 2017, il y a une validation de principe à la Commission sanitaire et sociale. Le 25 juillet 2017, l'approbation de la CTG au Conseil municipal, pour terminer le 23 octobre 2017 à la signature de la convention illustrée par la photo que vous voyez à côté entre la ville et la CAF. Donc nous disions 5 politiques publiques, mais également, comme vous l'aviez, comme c'est mentionné dans le document, 3 axes transversaux. Alors, nous allons, s'agissant de la petite enfance, donc, d'accord. Oui, alors pour la tranche d'âge, c'est 0-6 ans, donc quelques éléments diagnostiques, donc vous avez la population du Lamentin, l'évolution de la population qui est de plus de 1,8% de 2011 à 2012, et une population infantile qui représente 7% à peu près de la population. Et on constate une diminution de cette tranche d'âge sur les 5 dernières années. Voilà, ici vous avez l'offre de services au niveau du Lamentin, tant au niveau des établissements d'accueil de jeunes enfants privés qu'au niveau du nombre d'assistantes maternelles, de maisons d'assistantes maternelles et de nombre d'enfants scolarisés. Alors, la ville du Lamentin a un taux de couverture d'accueil de 52,7%, qui est approximatif à celui de la France hexagonale, qui est de 58%. Voilà. Alors, les axes d'intervention qui ont été déterminés entre la ville et la CAF consistaient à contribuer, bien sûr, au bien-être de la petite enfance, développer une offre d'accueil diversifiée, innovante, adaptée aux besoins des familles, et enfin de concourir à la gestion prévisionnelle des départs à la retraite des assistantes maternelles, dont la majorité a plus de 50 ans. Voilà, alors ici vous avez quelques actions qui ont été menées dans les établissements d'accueil de jeunes enfants qu'on appelle encore crèche municipale, donc et au bilan, il y a une forte implication, il en ressort une forte implication des familles, une participation également, et une grosse satisfaction des enfants par leur éveil et leur épanouissement. Voilà, alors, compte tenu du fait qu'effectivement la majorité des assistantes maternelles a plus de 50 ans, donc, nous avons organisé un séminaire en partenariat avec le Pôle emploi, la CTM, etc., d'autres partenaires, sur les métiers de la petite enfance. L'idée, c'est de sensibiliser les candidats potentiels à ce métier dont les professionnels ont déjà une tranche d'âge avancée. Donc, là aussi, il y a eu 106 participants et un vif intérêt de cela. On a organisé aussi à Basse-Gondo, lors d'un forum emploi, un stand sur les métiers de la petite enfance où il y a eu 17 entretiens de candidats potentiels qui ont également montré un vif intérêt, une satisfaction par rapport aux réponses qui leur ont été apportées. Voilà, la perspective aujourd'hui, ce serait de redéployer des aires de jeu sur le territoire qui ont été abîmées auparavant et puis de promouvoir la bienveillance éducative par la création d'un réseau lamantinois de petite enfance avec tous les acteurs de telle sorte que nous puissions organiser des semaines de formation sur la santé mentale, participer à des dispositifs, notamment le plus récent, les 1000 premiers jours. Et l'idée aussi, c'est que nous puissions nous accorder une attention particulière
aux enfants qui ne bénéficient pas de mode de garde. C'est peut-être un choix parental, mais aussi l'idée, c'est de savoir s'ils sont épanouis, puisque l'actualité nous montre aujourd'hui que nous devrions être attentifs à ces enfants et apporter de telle sorte que nous puissions très rapidement apporter l'accompagnement nécessaire. Alors, pour ce qui est de la jeunesse, on a identifié 1478 de 0 à 10 ans en situation de vulnérabilité. Et puis, pour vous dire, peut-être 1000 à peu près non scolarisés sans emploi. Donc ici, c'est l'offre de services au niveau de la ville, le nombre d'écoles primaires, le nombre d'enfants inscrits on voit qui est en diminution, d'où l'intérêt donc de mettre l'accent sur la qualité puisque le nombre, l'effectif se réduisant. Voilà, donc il y a aussi comme offre de services un accueil collectif des mineurs avec la liste des établissements, des structures qui permettent cette offre. Cependant, il y a quelques problématiques chez les jeunes ici qui ont été identifiées dans le cadre de ce diagnostic. Alors, les actions prioritaires ont consisté à contribuer au développement de la jeunesse, concourir à la réussite éducative, favoriser l'insertion socio-professionnelle. Et donc, la Caisse des écoles a mis en œuvre son projet éducatif pour à peu près 3545 enfants périscolaires, 872 en extrascolaire et de 20 à 60 en colonie de vacances. Alors, il y a le JDSU aussi qui a mis en œuvre des dispositifs de soutien à la scolarité. L'école de la deuxième chance aussi qui accueille en son sein des enfants, des jeunes du Lamentin de 16 à 25 ans souffrant de handicap ou de pathologies lourdes sous main de justice. On a aussi la DAPI qui accueille les jeunes en situation de handicap, la MILSEM, le service sécurité publique avec la cellule de médiation, son CLSPD, et puis l'Office de la culture avec l'école Art, le carnaval, etc. Le service jeunesse vie associative aussi qui mène des actions, le service environnement et cadre de vie, la médiathèque, l'OMSL, le centre aquatique communautaire Pierre Samo. En plus de, outre ces offres de services, la CAF met à la disposition des jeunes des dispositifs pour les jeunes, les enfants également, donc de 3 jusqu'à 25 ans. Et la perspective, c'est de renforcer la communication sur ces dispositifs qui sont encore sous-utilisés par les jeunes, de les accompagner à l'éducation numérique, tels que les promeneurs du net, valoriser les projets portés par les jeunes pour les jeunes et développer les compétences psychosociales chez eux par des ateliers de détente, de coaching. On a commencé un partenariat avec la Maison territoriale des adolescents quant à la mise en place de points écoute jeunes et un accueil téléphonique aussi est mis en place. Et puis de poursuivre le dispositif Un jeune, une solution. Voilà, pour ce qui est de la parentalité, donc on a un pourcentage de 54% de familles monoparentales sur le Lamentin, donc dans 90% de cas, l'adulte et la mère. Et il y a un risque de précarité sociale et économique plus élevé chez les enfants vivant avec un parent isolé. Alors, les axes d'intervention, c'est contribuer au développement des compétences parentales, soutenir les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, créer un lieu d'accueil enfants-parents itinérant, puisque nous, au niveau du Lamentin, il y a pas mal de structures de proximité. Donc, l'idée, c'est que ce lieu d'accueil
enfants-parents puissent être mobiles. Voilà. Donc, les actions qui ont été réalisées, c'est dans le cadre du réseau d'écoute qui s'appelle REAP. Donc, il y a eu des actions qui ont été réalisées par la cellule socio-éducative du pôle inclusion du CCAS, les structures d'accueil de la petite enfance, les associations, les foyers ruraux. Alors, quelques photos m'ont été attribuées par ces porteurs de projets, notamment à droite, vous voyez, il est question du bien-être parental, des rencontres avec les parents, des activités avec les enfants. Voilà, le GIP-DSU aussi, en partenariat avec le CCAS, a mené des actions sur les violences faites aux femmes. Il y a l'association Saint-Vincent-de-Paul qui a créé une école de la famille. Et puis, en juillet 2022, il y a eu l'opération Quartier d'été sur la ville de Lamontin. Donc, la perspective, c'est quoi? C'est de poursuivre cette dynamique qui vise à favoriser le développement des compétences parentales, favoriser l'adhésion des familles au dispositif d'accompagnement à la parentalité, puisqu'on se rend compte que ce sont les familles qui en ont le moins besoin, qui viennent dans les dispositifs. Donc, l'idée, c'est comment faire pour qu'il y ait davantage de familles nécessiteuses, entre guillemets, et avec une attention particulière pour les jeunes mamans, les familles monoparentales isolées et ou en situation de précarité et de vulnérabilité. Toujours en perspective, c'est reconduire le projet du lieu d'accueil enfants-parents et puis voir la création d'une maison de la famille et de la parentalité. Voilà, le logement et cadre de vie. Donc, évidemment, le parc de logement, au niveau du parc, on constate une augmentation du nombre de logements, parallèlement à l'augmentation de la population. Et donc, il y a aujourd'hui le service logement et habitat au CCAS qui a une mission d'accompagnement, de lutter contre les marchands de sommeil, de piloter des procédures d'instruction. Voilà, toujours en ce qui concerne cette thématique logement et cadre de vie, donc il y a le projet Action Cœur de Ville, le service gestion immobilière, le service environnement et cadre de vie qui mène des actions dans ce cadre-là. La perspective, c'est de poursuivre ces actions, les actions du service logement, transformer les logements vacants, si possible en logements de transit et logements sociaux après réhabilitation, puisqu'ils sont vacants parce qu'ils méritent d'être réhabilités, et puis d'activer le dispositif Un chez soi d'abord, qui est tout récent sur la Martinique et qui consiste à offrir un accueil aux usagers sans abri en situation de grande précarité, grande vulnérabilité. Voilà, pour ce qui est de la précarité, comme j'avais dit tout à l'heure, elle est plus forte en famille monoparentale. Et puis, autre problématique, c'est le problème d'illettrisme, d'électronisme, les difficultés d'intégration des ressortissants des îles voisines. Voilà, alors qu'est-ce qui est offert? Le Centre communal d'action sociale, dont les missions sont citées à gauche. Donc, il y a aussi le GIP-DSU qui met en œuvre le contrat de ville, le service sécurité et tranquillité publique qui met à disposition le Justibus pour l'accès aux droits. Et puis, bien sûr, l'association Solidarité Lamantinoise et toutes ces actions qui ont été réalisées en 2021, les chantiers d'insertion, les plateformes de redynamisation, etc. Voilà. Donc, autre action qui a été menée toujours dans le cadre de l'insertion en partenariat avec la ville, le Pôle emploi, la CAF. Il s'agissait d'une action en 2019 dont l'intitulé était « S'engager, réussir dans l'économie sociale et solidaire ». Donc, cette action s'est déroulée ici. Il y a une centaine de participants. Et voilà.
Et puis, en termes d'inclusion numérique, il y a la cyberbase d'Acajou, qui date de 2008, et puis plus récemment, 2 maisons France Service inaugurées en novembre 2021, dont l'une à Pelletier et l'autre au Bourg, et puis encore plus récemment, donc le tiers-lieu solidaire d'Igilam, inauguré en octobre 2022. Donc là, je vous ai donc présenté les 5 politiques publiques. S'agissant des axes transversaux, il y en a 3. Le premier, c'est l'animation de la vie sociale, donc portée par le service Jeunesse Vie Associative. Le service aussi MACPA, mission d'accompagnement au cofinancement des porteurs de projets, qui se trouve à la direction du développement social. Alors, 3 foyers ruraux sont labellisés en espace de vie sociale et cette labellisation va être reconduite l'année prochaine. Et en préfiguration, il y a 2 associations, Mixage et CEMEA, pour lesquelles on prévoit en 2023 une labellisation également en espace de vie sociale. Alors, deuxième axe transversal, le plan territorial d'accessibilité. Donc, il y a eu la réfection des trottoirs au centre-ville pour faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Et puis, tous les équipements et services, les services et les actions de proximité donc, qui ont été menées durant la période CTG. Dernier axe transversal, citoyenneté, laïcité, valeurs de la République. Donc, quelques exemples. Le 15 mars 2022, il y a eu l'action de lutte contre le harcèlement dans les établissements scolaires dans le cadre du CLSPD. On met signature d'une charte de bonne conduite entre collégiens, police municipale. Il y a également Octobre Rose qui a été menée. C'est une action qui a été menée dans les établissements d'accueil de jeunes enfants, les crèches, avec les enfants, les parents. Et puis, plus récemment, en octobre 2022, l'ouverture de la campagne de lutte contre les conduites addictives. Donc, la perspective, c'est de susciter le bénévolat, encourager l'engagement citoyen, lutter contre l'isolement par le développement des espaces d'animation sociale et poursuivre le développement numérique de proximité. Voilà, donc pour terminer, la ville et la caisse d'allocation familiale de la Martinique remercient tous les services municipaux, les établissements publics et privés, les associations, les foyers ruraux, la CTM, le Pôle emploi, la MINSEM, les services de l'État et tous ceux que je n'ai pas cités, mais qui ont apporté leur contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre de la CTG. Donc, cette implication s'est bien sûr manifestée par la mutualisation des projets, mais aussi la mutualisation des ressources humaines et matérielles. Donc, ça a été vraiment un beau travail d'intelligence collective, un beau travail de co-construction. Et donc, de ce fait, le bonus territoire en CTG viendra remplacer la CTG en 2023 pour une durée de 4 ans. Et donc, il présente un intérêt financier beaucoup plus marqué pour la ville, tant au niveau de la prise en charge du poste du ou de la coordonnatrice, à hauteur de 50% à partir de certains plafonds, et au niveau également de la prise en charge de la réactualisation du diagnostic, et également de la rénovation des équipements accueillant les familles. Donc, tout comme la CTG, le bonus territoire CTG, il s'articule avec toutes les dynamiques territoriales existantes, telles que le contrat de ville, le contrat local de santé, l'atelier santé-ville, le conseil local de santé mentale, le CLSPD. Et il constitue également une plus-value pour le projet social et le projet de territoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était tout de même un peu long. Bien. Celui-ci vous a été présenté sur votre demande. La parole vous sera donnée si vous avez des remarques ou des suggestions concernant cette CTG nouvelle. Nous allons reconduire. S'il n'y a pas d'observation.
Rapidement, simplement dire que ça a contribué, ça a un impact positif sur la ville, puisque quand on regarde les chiffres, la ville du Lamentin est l'une des rares villes à voir sa population augmenter, plus de 0,3% par an, donc plus de 500 habitants par an. Et puis de voir en termes de chiffres, quand on regarde les chiffres en termes de chômage chez les jeunes, ils sont très en dessous du niveau du département. Donc tous ces dispositifs ont des impacts positifs. Donc le bilan est relativement positif pour ça. C'est ce que je voulais dire pour notre territoire, Lamentin. Très bien, mais nous allons voter. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. On va passer au dernier point au pluriel de ce conseil. Ce sont des informations. D'abord les actes pris par délégation. Alors, je vous présente 2 actes pris par délégation. Il s'agit de la décision du 29 septembre 2022 relative au renouvellement de l'adhésion de la ville à l'Association départementale d'information sur le logement, la DIL, pour une cotisation annuelle de 4 047 €. Et la décision du 29 septembre relative à la contribution au fonctionnement du syndicat mixte du parc naturel de Martinique pour 15 496,16 €. C'est une information. De même que sur les affaires contentieuses et foncières, je vous porte les informations sur le tableau qui est joint. Il y a un certain nombre d'affaires qui sont en cours ou d'autres qui sont traitées. Première d'entre elles, Marina Porcoé, une nouvelle affaire à Porcoé. Enfin, nous en avons déjà gagné tellement que celle-là, je ne pense pas qu'on la perdra. C'est une demande de permis que nous avons refusée, évidemment. Ensuite, deuxième affaire avec la COFIC, une affaire que nous avons déjà gagnée, mais il y a un complément d'information, puisque la procédure intentée par la COFIC ne remettra pas en cause le sens de l'arrêt, mais va le compléter. Ensuite, sur le TA, oui, nous avons une difficulté avec l'État, puisque nous attaquons systématiquement les décisions de l'État concernant l'autorisation d'occupation temporaire de la l'AOT que l'État délivre à des bateaux sur la baie de Californie. Il y en a déjà 3 en cours, et nous les attaquons systématiquement, même si nous perdons. Mais je pense que le préfet que j'ai amené sur place à Californie il y a de cela une quinzaine de jours, le nouveau préfet a bien compris l'intérêt pour nous de limiter l'accès à la baie de Californie. Ensuite, Valnaris, une affaire concernant une requête concernant la SCI Valnaris au profit de la SCI Batoukada. Bon, on verra bien. Et puis, une autre affaire concernant toujours les bateaux, le 21 septembre, André Mancé, une AOT qui a été délivrée par le préfet. Ensuite, l'affaire Libos qui devrait trouver une solution dans pas longtemps, puisqu'au prochain conseil municipal, je vais arriver avec une proposition de résolution de ce dossier de manière définitive. Mais là, il y avait des entraves à la circulation, donc il passe au tribunal à ce sujet. Ensuite, la SARL Kojimo, oui, c'est une société publicitaire qui conteste le titre de recette que nous avons émis concernant des panneaux. Mais là, je pense que nous aurons gain de cause. Et puis enfin, dernière affaire, Malik Labéjean Flordino qui a introduit une demande exorbitante et qui a été débouté. Mais pour lui, ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Bien, ensuite, nous avons un dernier point d'information. Ce sont les marchés publics. Je passe tout de suite la parole à notre collègue Filet. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit tout simplement d'informer le conseil municipal sur les marchés à COCAD passés selon les procédures adaptées, procédures formalisées, adaptées et les modifications extraordinaires. Alors, par délégation du conseil municipal du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés et à COCAD de fourniture de services et de travaux ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article L2122-23 du Code général de collectivité territoriale, le maire doit rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ses délégations. Alors, 2 commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée,
qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public, le maire. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation, dialogue compétitif. Et puis, pour les modifications ex-avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Alors, vous avez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés. Une petite synthèse, monsieur le maire. Alors, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité et notifiés au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2022. 9 marchés accords cadre à bon de commande ou marché ordinaire ou appel d'offres. Ils se décomposent de la manière suivante. 3 marchés cadres de service, accords cadre de service. Alors, service concerné bâtiment, pour un montant de 49 449,96. Puis vous avez 6 marchés accords cadre de fourniture. Alors, service concerné parc automobile, informatique. Alors, un marché de service parc automobile pour un montant de 90 324,95. Et pour la maintenance, 10 497,37. Vous avez 5 marchés services informatiques, mini 80 000 euros et maxi 120 000. Voilà, monsieur le maire, en conclusion, pour ces 9 marchés qui représentent tout simplement 3 marchés de services et 6 marchés de fourniture. C'est une information. Voilà, monsieur le maire. Merci. Merci, collègue. Merci. Alors, nous sommes aux questions diverses. Avant d'aborder les éventuelles questions diverses, 3 informations. La première, c'est qu'à l'issue de ce conseil, nous aurons un petit pot là, juste à la buvette pour nous, puisque c'est le dernier conseil de l'année. Ensuite, à 19h30, je vous invite tous et toutes à participer au chant de Noël qui aura sur la place du Calbassier, pour ceux qui le souhaitent. Et puis, je relaye une information que m'a donné les ouvriers agricoles, que m'ont donné les ouvriers agricoles de Beauchette. Ils organisent leur assemblée générale à Beauchette le dimanche 8 janvier au matin. Donc, ça sera un moment de partage, un moment d'explication. Bon, je crois que c'est 9h. 9h. Et puis ensuite, un moment festif avec eux. Donc, nous sommes tous invités. Voilà. Question diverses. Est-ce qu'il y en a? S'il n'y en a pas, c'est très bien. Ah oui, il y en a une. Oui. Non, juste une observation. Bon, j'ai eu du mal à suivre. Je ne sais pas si on a des problèmes de réseau, s'il y a des collègues qui ont rencontré ces problèmes-là, mais j'ai eu beaucoup de mal à avoir. À chaque fois que j'ai découpé, j'ai dû me reconnecter au moins une quinzaine de fois. Donc, sur la connexion Wi-Fi? La connexion Wi-Fi. Donc, est-ce qu'il y a un problème? J'en sais rien. Mais... il y a quelques... Ah, il y a un problème en ce moment. Ouais. D'accord. Il y a quelques difficultés en ce moment. La connexion n'est pas stable. Je ne sais pas pourquoi les techniciens sont penchés dessus, parce que même à mon bureau, quelquefois, j'ai des ruptures de faisceau et je n'arrive pas à avoir un truc permanent et stable. Donc ça arrive effectivement. Donc c'est pas ta tablette qui a un problème, c'est le réseau. Le réseau qui a un souci. Très bien, mes chers collègues, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette année 2022. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de famille, de très belles fêtes de Noël. Et nous aurons le plaisir de nous retrouver dès le début de l'année prochaine. Mais entre-temps, je pense que j'aurai aussi l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes, mais aussi une très bonne année, mais ça sera pour le début de l'année prochaine. Merci à tous et à toutes. Et on prend le pot juste à côté. Oui.